Terre, une planète de 4,5 milliards d'années en perpétuelle évolution. Avec ses continents qui se déplacent et s'entrechoquent, ses volcans en éruption, ses glaciers qui grandissent et rapetissent. Les multiples reflets de la croûte terrestre sont fascinants et ils recèlent d'incroyables mystères géologiques. Dans cet épisode, nous explorons l'Islande, la plus grande île volcanique de la planète. Ces paysages surnaturels produisent un tiers de la lave mondiale. De la vapeur s'y élève du sol et de l'eau bouillonnante y jaillit dans les airs. C'est le pays des extrêmes où le feu combat son ennemi naturel, la glace. Où chaque indice qui permet de comprendre la formation de l'Islande est une fenêtre ouverte sur la création de la Terre elle-même. Au milieu de l'océan Atlantique Nord se trouve l'Islande, une île solitaire d'à peine 500 km de large. Un foyer volcanique qui possède les merveilles géologiques les plus contrastées qui soient. Pour comprendre comment l'île s'est formée et pour appréhender les forces puissantes qui ont façonné ses reliefs, les scientifiques courent ces étranges paysages à la recherche d'indices. L'enquête commence ici, au sud-ouest de l'Islande, dans la plaine de Thingvellir. Cette large vallée traverse le centre de l'île. Une fissure la déchire sur toute sa longueur et compose un paysage totalement insolite. Selon le géologue Mike Polland, ces fissures sont un indice capital pour expliquer la formation mystérieuse de l'Islande. Je me trouve dans un endroit vraiment spectaculaire. On voit partout les traces d'une activité volcanique. Cette vallée est couverte de lave et la plaine est en train de se déchirer. Partout, le sol est couvert de fissures énormes, comme celle-ci, juste ici. Cette fissure s'élargit tous les ans. En fait, c'est la vallée entière qui se déchire à la même vitesse que mettent nos ongles pour pousser. Imaginez les forces qui sont en action pour déchirer la terre de cette façon. Quelque chose de puissant écartèle cette vallée à raison de 2,5 cm par an. Une force tellement prodigieuse qu'elle est en train de séparer en deux le pays tout entier. Mais quel phénomène terrestre possède une telle puissance? En 1912, le climatologue allemand Alfred Wegener fait une découverte capitale. En observant des cartes, il remarque que les continents américains et eurasiens semblent se compléter. Cette constatation conduit Wegener à formuler une nouvelle théorie fortement controversée. Selon lui, autrefois, ces deux grands continents ne faisaient qu'un. Des forces invisibles ont donc dû les contraindre à se séparer. L'eau a pu alors s'infiltrer dans l'espace ainsi libéré et former l'océan Atlantique. Cette hypothèse géniale constitue une étape majeure dans la compréhension du phénomène islandais. Mais comme Wegener ne dispose d'aucune preuve tangible de l'existence de cette force, sa théorie reste lettre morte pendant 40 ans. Mais en 1946, de nouvelles preuves viennent confirmer les idées de Wegener. La marine américaine, qui utilise une nouvelle technologie appelée image sonar, dresse pour la première fois la carte géographique du fond de l'océan Atlantique. Les clichés révèlent l'existence d'un réseau montagneux sous-marin long de 15 000 km, séparé par une fosse gigantesque qui traverse le centre de l'Atlantique. Les scientifiques l'appellent la dorsale médio-atlantique. Cette fosse immense qui déchire la croûte terrestre marque la frontière entre les plaques américaines et eurasiennes. Et elle traverse exactement le centre de l'Islande. Je me trouve en fait sur le plancher océanique, là où la dorsale médio-atlantique sort de l'eau. Elle sépare la plaque nord-américaine de ce côté-ci de la plaque eurasienne de ce côté-là. La dorsale médio-atlantique commence à l'extrême sud, près de l'Antarctique. Elle remonte tout le long de l'Atlantique et elle coupe ce pays en deux.
Les scientifiques pensent que c'est cette dorsale qui est responsable de l'éloignement des continents et de la séparation de l'Islande. Ils formulent alors une théorie. Tout au fond de l'océan, des courants de convection chargés de roches en fusion déchirent la croûte terrestre, permettant au magma de s'infiltrer et d'écarter les continents l'un de l'autre. Il y a pourtant un problème. Le phénomène se produit à une telle profondeur que les scientifiques ne disposent pas de moyens techniques adaptés pour savoir si le magma s'échappe ou non de la croûte terrestre au centre du massif montagneux. Il faut attendre 1974 pour que l'Institut océanographique Woods Hole lance Alvin, un submersible habité. Comme ce sous-marin est capable de supporter l'énorme pression des grands fonds, les scientifiques peuvent enfin descendre jusqu'à la dorsale médio-atlantique. En explorant la fosse qui traverse la dorsale, ils trouvent les preuves qu'ils sont venus chercher. Des gaz volcaniques chauds s'élèvent du fond de l'océan. Cette découverte indique que la dorsale médio-atlantique est hautement volcanique. Tel un coin gigantesque inséré dans la croûte terrestre, elle est capable de séparer d'immenses masses continentales. La vallée fissurée de Thingvellir en Islande est le prolongement de la dorsale médio-atlantique. Le même processus qui éloigne l'Amérique de l'Europe se produit ici, sur Terre. Voici enfin la preuve qu'il existe une force suffisamment puissante pour expliquer pourquoi les fissures ne cessent de s'élargir et pourquoi l'Islande est de plus en plus grande. À mesure que la fosse s'élargit, elle ajoute de plus en plus de terre à l'Islande. Du coup, l'île s'allonge d'est en ouest à mesure que les plaques s'éloignent l'une de l'autre. En fait, l'île ne se déchire pas, elle se construit. L'enquête concernant la croissance de l'Islande révèle que les fissures dans la plaine de Thingvellir s'élargissent à la vitesse de 2,5 cm par an. Et les gaz chauds prouvent que les forces d'extension sont d'origine volcanique et qu'elles forment la dorsale médio-atlantique qui coupe l'Islande en deux. Pour les scientifiques, c'est ce qui explique le développement de l'île. Les courants de convection de roches chaudes coupent en deux la dorsale médio-atlantique. Du magma remonte pour combler les fissures. Et à mesure qu'il approche de la surface, il se refroidit, il durcit et forme un nouveau morceau de terre. Comme un tapis roulant en mouvement, le magma ne cesse de repousser les limites de l'Islande. Mais cela n'explique pas tout. Pourquoi l'Islande n'est-elle pas restée au fond de l'océan, comme le reste de la dorsale médio-atlantique? Il y a quelque chose d'étrange concernant l'intense activité volcanique de l'île. Cette portion de la dorsale est différente. Il s'y produit une activité volcanique beaucoup plus importante que dans la partie qui est au large, au milieu de l'océan Atlantique. Il s'agit maintenant de découvrir comment l'Islande a pu s'élever à 2500 mètres au-dessus du plancher océanique et devenir la plus grande île volcanique du monde. L'Islande. C'est la seule île de la planète à concentrer autant de volcans en activité. Les géologues veulent comprendre ce qui a forcé l'Islande à sortir de l'océan et ce qui entretient la fureur des volcans de cette terre désertique. Notre pêche aux indices nous conduit vers l'un des volcans les plus actifs d'Islande, l'Hekla, que les habitants de l'île ont baptisé les portes de l'enfer. Comme tous les volcans islandais en activité, l'Hekla est situé sur la dorsale médio-atlantique. Le volcanologue Pete Lafemina fait un scanner haute définition du volcan pour voir si sa carte géologique recèle des indices concernant son activité interne. Ceci est un scanner laser terrestre. Et le laser produit une image 3D de la surface terrestre. Ce qui nous permet de voir des parties du volcan Hekla qu'on ne voit pas à l'œil nu. Le scanner révèle une fissure géante qui traverse le volcan de part en part. Elle est semblable à celle qui se trouve à Thingvellir. Mais cette fissure n'occupe pas seulement la longueur du volcan, elle se prolonge de chaque côté, le long d'une crevasse de 8 km.
Cette brèche est la clé de l'énigme des volcans d'Islande. Quand le mont Hekla entre en éruption en l'an 2000, ce n'est pas juste le cône volcanique qui explose. C'est le sol tout entier qui s'ouvre sur les 8 km de la fissure. Une faiblesse créée par l'extension de la dorsale médio-atlantique. En géologie, ce phénomène porte un nom, fissure éruptive. Transpercée par le magma sous pression, la faille laisse échapper toutes les heures 22,5 millions de mètres cubes de roches en fusion qui inondent de lave les terres alentours. Ces fissures éruptives sont tellement énormes qu'elles peuvent changer radicalement le paysage en l'espace de quelques jours, allant même jusqu'à créer des montagnes, comme celle-ci. Vous pouvez voir ici, en direction du nord, l'endroit où la terre s'est ouverte et par où la lave est sortie. Cette fissure commence au nord et s'étire sur 8 km en traversant le volcan Hekla. On voit très bien l'énorme quantité de magma produite ici sur le volcan, surtout si on regarde les coulées de lave qui ont recouvert la terre. Et pour moi, c'est vraiment très intéressant parce qu'on a une grande quantité de matière éruptive produite en un temps très court. Et l'Hekla est un très bel endroit pour étudier. Mais qu'est-ce qui fabrique ces énormes quantités de lave rejetées au cours des éruptions? Pendant de longues années, la question est restée sans réponse. Jusqu'à ce que des géologues découvrent des pièces à conviction, emprisonnées à l'intérieur des roches. La composition des rochers ici en Islande est très différente de ce qu'on trouve ailleurs. En ramenant cette pierre au labo, on aura une idée précise des conditions dans lesquelles elle s'est formée, soit dans les profondeurs de la terre, soit près de la surface. Cette pierre est un ancien morceau de lave fondu qui a été expulsé par l'un des volcans. Des analyses révèlent un taux exceptionnellement élevé de lanthium et de césium. On ne trouve ces métaux rares que dans le magma issu des grandes profondeurs de la Terre. C'est la découverte que les scientifiques espéraient. Elle démontre qu'une source de chaleur extrêmement profonde s'associe à la dorsale médio-atlantique pour alimenter les volcans d'Islande. La preuve apportée par les pierres suggère que cette seconde force est enfouie dans les profondeurs de la Terre. Mais il est possible, malgré tout, d'avoir un aperçu de ce qui se passe là au fond. Les scientifiques enregistrent les ondes sismiques déclenchées par les tremblements de terre du monde entier. En dérivant, les plaques tectoniques libèrent des ondes de choc, appelées ondes sismiques, qui se propagent dans la croûte terrestre. Elles se déplacent à une vitesse constante, sauf quand elles percutent une région de roche chaude. Dans ce cas, elles ralentissent. Quand les ondes sismiques arrivent en Islande, elles se propagent très lentement. Et c'est particulier à l'Islande et à quelques autres régions du monde. Ça nous indique qu'il y a une colonne de roche très chaude, peut-être même du matériel en fusion sous la surface. Ces énormes colonnes ou panaches, appelées points chauds, ne sont pas propres à l'Islande. On en trouve également sous certaines zones volcaniques, comme Hawaï et le parc de Yellowstone, aux États-Unis. Les points chauds sont des panaches fixes de matière chaude, comme du magma, qui remontent des profondeurs de la Terre jusqu'à la surface. Les scientifiques peuvent enfin identifier la seconde force qui a provoqué la formation de l'Islande. Le point chaud, qui se situe sous l'Islande, mesure 150 km de large et près de 650 km de profondeur. Il fait lentement remonter vers la surface de la roche en fusion à des températures dépassant 930 degrés. Le magma pousse la croûte terrestre et s'échappe en surface sous forme de lave. Notre enquête a donc permis d'identifier les deux forces colossales qui ont façonné l'Islande. La dorsale médio-atlantique et le point chaud islandais. Il y a des millions d'années, la dorsale médio-atlantique dérive lentement vers l'est en direction du point chaud islandais. Ils finissent par se rencontrer et depuis, ils entretiennent un partenariat meurtrier.
Les conséquences? La formation d'un redoutable monstre capable de cracher du magma dans des proportions gigantesques. À mesure que la dorsale médio-atlantique se déchire, les matières qui sont au-dessous sont soumises à une décompression et entrent alors en fusion. La décompression libère simplement la pression d'une masse de roche. C'est comme quand on ouvre une canette de soda ou une bouteille de champagne. La disparition d'une telle pression provoque la fusion de la roche. Le point chaud transporte de la chaleur de l'intérieur de la Terre vers la surface et provoque aussi la fusion. C'est cette conjugaison de la décompression des roches et l'arrivée de chaleur en provenance directe du centre de la Terre qui produit cette énorme quantité de magma. Cette incroyable rencontre de la dorsale médio-atlantique et du point chaud provoque le développement d'une montagne dans l'océan qui, à mesure qu'elle s'élève vers la surface, donne naissance à l'Islande. Selon les scientifiques, l'émergence de l'Islande s'est produite il y a 20 millions d'années, mais ils ne peuvent qu'imaginer ce qui s'est passé. Mais voilà que le 14 novembre 1963, au large des côtes méridionales de l'Islande, le monde assiste en direct à la réplique de la naissance spectaculaire de l'Islande. Une colonne de pierre et de cendres jaillit de l'océan à 5600 mètres de hauteur. Elle est tellement haute qu'elle est visible à 110 km à la ronde jusqu'à Reykjavik, la capitale islandaise. Une nouvelle île se forme sous les yeux du monde entier. Les scientifiques l'appellent Surtsey, en référence au dieu du feu, Surt. Située à 30 km de l'île principale, la petite île de Surtsey est désormais un pôle d'attraction pour les géologues. Pour le professeur Lafemina, qui étudie la formation de l'Islande, c'est une mine de renseignements. C'est génial de voir Surtsey pour la première fois. J'ai vu des photos aériennes. Mais me retrouver ici et la voir de près, étudier sa géologie, c'est vraiment impressionnant. Ce genre d'éruption qui a provoqué la formation de Surtsey porte aujourd'hui un nom qui fait référence à Surtsey. On les appelle des éruptions de type surtseyien. Elles sont très explosives. L'interaction du magma ou de la lave avec l'océan provoque ces éruptions hautement explosives qui dégagent d'énormes quantités de vapeur, de cendres et d'eau. Quand les scientifiques posent pour la première fois le pied sur l'île à l'été 1964, ils n'en reviennent pas de se retrouver sur cette île qui n'a que quelques mois et non des milliers d'années. En 9 mois et demi environ, ce cône volcanique s'est constitué. De plus, des coulées de lave sont sorties du cratère. Et là, nous voyons ces belles falaises noires devant nous. À présent, les géologues ont un aperçu de la formation probable de l'Islande. En l'espace de seulement 20 millions d'années, l'Islande, une petite île minuscule, se transforme en une masse de terre de 103 000 km², 3 fois plus grande que la Bretagne. Les forces qui animent les volcans d'Islande sont désormais connues. Les fissures qui sillonnent le volcan éclat se transforment en de gigantesques fissures éruptives. Et des métaux rares présents dans la roche prouvent que ces éruptions sont provoquées par 2 forces séparées, la dorsale médio-atlantique et un point chaud. L'Islande est devenue la plus grande île volcanique du monde. Mais l'activité volcanique n'explique pas à elle seule la formation de l'île. Notre enquête lève aussi le voile sur une autre force tout aussi spectaculaire qui a modelé l'Islande que nous connaissons aujourd'hui. Une force aussi puissante que celle des volcans. Si l'Islande est née du feu, elle devrait ressembler à d'autres îles volcaniques, comme Hawaï ou Tahiti. Mais autre chose est à l'œuvre ici, qui donne à l'Islande la forme si particulière qu'elle possède aujourd'hui. Le contour de l'île est un indice supplémentaire pour expliquer la formation de l'Islande. Une force extraordinaire a creusé des fjords profonds sur la côte septentrionale de l'île. Mais de quelle force s'agit-il ? Comment a-t-elle pu provoquer un changement si spectaculaire?
Il existe un suspect tout désigné présent un peu partout sur l'île. Comme son nom l'indique, l'Islande, le pays de la glace, en a longtemps été recouverte. Aujourd'hui, la glace enveloppe 10% de la surface de l'île, toute l'année. Et au milieu du pays se trouve la plus grande calotte glaciaire d'Europe, avec le puissant Vatnajökull. Ce glacier, qui occupe plus de 7800 km², est tellement vaste qu'il possède son propre climat. D'une épaisseur d'environ 1 km, il écrase le sol comme une gigantesque dalle de pierre. Et ses rebords se répandent en vallées profondes, comme de longues langues de glace. Le spécialiste des glaciers, Matthew Roberts, enquête sur la façon dont la glace parvient à creuser la roche. Et il découvre le rôle qu'elle a joué dans le passé de l'île. Voici un récepteur GPS, le même que celui utilisé pour les voitures. Il nous sert à mesurer les mouvements du glacier. On va le laisser ici quelques jours et je reviendrai constater la distance qu'il a parcourue. Les données récoltées par Matthew Roberts montrent que le glacier tout entier se déplace à la vitesse stupéfiante de 60 cm par jour. C'est un environnement incroyable, en mouvement perpétuel. La glace tout autour est comme une mer qui aurait gelé sur place. À mesure qu'elle quitte l'espace confiné de la vallée, elle se répand pour occuper une place plus grande. Et à mesure qu'elle s'étend, des crevasses se forment, de grandes dépressions comme celle qu'on voit ici. Voici une crevasse plus petite. Il arrive parfois qu'on les entende craquer quand elles s'ouvrent. Et même le glacier produit parfois une sorte de grondement. Ces signes sont la preuve que le glacier est vivant et qu'il avance tout doucement. Vatnajökull est l'une des calottes glaciaires les plus grandes de l'hémisphère nord. En glissant vers la vallée, l'énorme masse de glace pèse de tout son poids, environ 1000 tonnes par mètre carré. Le professeur Roberts pense que ce mastodonte est assez puissant pour éroder la roche, et il dispose même de preuves capitales qui vont dans ce sens. Voici un exemple parfait de la puissance de l'érosion glaciaire. Ce rocher a dû être piégé à la base du glacier et à mesure que la glace se déplaçait, elle a fini progressivement par éroder le rocher et par produire ces marques distinctives qu'on appelle des stries. On peut même donner la direction dans laquelle la glace se déplaçait. Si je prends une pierre, je peux faire une démonstration. Imaginons que ceci soit la base du glacier et que la pierre prisonnière de la glace soit entraînée à mesure que le glacier se déplace. Elle produit ces traces caractéristiques à la surface du glacier. Ça produit le même effet que du papier de verre frotté sur du bois. Le phénomène d'érosion qui affecte ce rocher est le même, mais à une échelle beaucoup plus grande, que celui qui se produit sur le sol de ces vallées. Le glacier est en train de creuser le paysage et de fabriquer des dépressions et des cuvettes caractéristiques qui étaient autrefois remplies de rochers, ce qui témoigne de la puissance érosive d'un glacier. Les anciens fjords de la côte nord ont la même forme en cuvette, ce qui indique qu'ils étaient autrefois remplis de glace. Les scientifiques savent aujourd'hui qu'il y a environ 1,5 million d'années, un changement de l'orbite terrestre et de l'angle d'inclinaison de son axe provoque le refroidissement de la planète. Une énorme couche de glace descend du pôle Nord et enveloppe l'Islande dans un manteau de glace. En avançant et plus tard en se retirant, la glace creuse les fjords profonds et découpe le littoral nord-islandais. La glace est alors une des forces redoutables de l'Islande et de nombreux volcans y sont ensevelis. Le feu et la glace mènent un combat titanesque pour la suprématie. Le gigantesque manteau de glace qui a découpé les fjords va-t-il éteindre le feu qui a créé l'Islande ? Le premier élément de réponse à cette question se trouve dans une ancienne vallée située à 8 km à l'ouest du glacier.
Le sol de la vallée est jonché de centaines de rochers géants, mais c'est surtout leur provenance qui intéresse le professeur Roberts. Ces rochers nous donnent un aperçu de la formation de ce paysage. Ces rochers forment un tas. Et le plus intéressant, ils sont arrondis, ce qui prouve qu'ils ont été roulés et emportés par une force puissante. On voit aussi des rochers plus petits coincés au milieu. Ça ne fait aucun doute que c'est de l'eau courante qui est la cause de tout ceci. Mais pas comme celle qui coule dans cette rivière qu'on voit là-bas. Il s'agissait d'une eau avec un débit beaucoup plus rapide et beaucoup plus important qui aurait inondé la vallée tout entière. Matthew Roberts a une hypothèse extraordinaire pour expliquer ce qui s'est produit ici. À une époque très lointaine, une inondation cataclysmique de 30 mètres de haut envahit cette vallée. Elle est tellement puissante qu'elle emporte ces rochers géants comme des cailloux dans un ruisseau avant de les larguer sur ce site. Mais d'où peut bien provenir une telle quantité d'eau? Selon Matthew Roberts, l'inondation vient du puissant glacier Vatnajökull et il part à la chasse aux indices. Pour explorer une étendue aussi vaste, le professeur Roberts emprunte la voie des airs. Son enquête le conduit vers un indice capital. Cette étrange dépression en forme de bol à la surface de la glace. C'est un endroit étonnant. Cette dépression géante dans la glace s'est formée quand une poche d'eau s'est vidée à la base de la calotte glaciaire. Les magnifiques crevasses concentriques que l'on voit à la surface de la glace se sont créées au moment où la glace s'effondrait dans le creux formé par l'eau qui se vidait. Sous la glace, un processus impressionnant est en train de se produire. Du magma et de la vapeur d'eau font fondre le glacier par en dessous. L'eau fondue s'accumule dans une immense cuvette au sommet du volcan. La cuvette se remplit peu à peu, mais dans le même temps, la glace alentour devient de plus en plus instable. Des fissures apparaissent dans la cuvette de glace. Et en s'écoulant, l'eau chaude forme un tunnel sous-glaciaire qui la conduit vers les rebords du glacier. Ce qui laisse penser que les éruptions volcaniques continuent de se produire même sous l'énorme poids de la glace. Ce processus pourrait-il expliquer l'ancienne inondation cataclysmique? Pour répondre à cette question, nous devons nous rendre sur l'un des plus grands volcans d'Islande, le Grímsvötn. Enseveli sous la glace, au cœur du glacier Vatnajökull, ce volcan imposant entre violemment en éruption tous les 10 ans. Ici, le feu et la glace se combattent de façon spectaculaire. Et ce sont les volcans qui remportent la victoire. La glace ne peut pas anéantir la puissance invincible des volcans islandais qui ont trouvé un nouveau moyen de décharger leur colère. Au cours d'une éruption gigantesque comme celle-ci, Grímsvötn peut faire fondre suffisamment de glace pour remplir le plus grand lac artificiel américain, le lac Mead. Mais cette énorme quantité d'eau ne peut pas être retenue par la glace très longtemps. Elle provoque inévitablement une gigantesque inondation glaciaire. Une telle force de la nature frappe l'Islande en 1996, avec des conséquences dévastatrices. L'inondation détruisant tout sur son passage. Des ponts s'écroulent et sont emportés par le courant. L'autoroute disparaît sous les eaux. L'inondation à son maximum a atteint un pic de 54 000 mètres cubes par seconde. C'est un débit considérable qui correspond au débit de l'Amazone en été. Imaginez l'équivalent de ce fleuve dans un endroit relativement petit. La force considérable de l'eau emporte des glaciers grands comme des immeubles de 4 étages. C'est ce genre d'inondation qui change le relief d'un paysage en l'espace de quelques jours. Le pouvoir érosif du courant peut provoquer l'érosion d'un nombre considérable de roches, voire même les fracasser sous la forte pression de l'eau qui a été créée. En fait, un paysage peut prendre forme devant vos yeux durant une très violente inondation glaciaire. L'histoire du paysage étrange de l'Islande se reconstitue peu à peu.
Les stries sur les rochers prouvent que la glace est une force redoutable qui a découpé la côte si caractéristique de l'Islande. Des rochers éparpillés dans une vallée désertique témoignent des inondations cataclysmiques du passé. Et les dépressions dans la glace confirment que les volcans islandais ne peuvent pas être étouffés. Mais il y a 12 000 ans, le vaste manteau de glace se retire et l'Islande est libérée de son emprise hivernale. Désormais, les effets des volcans islandais se font sentir à l'échelle planétaire. Pendant des milliers d'années, les volcans islandais mènent un combat titanesque avec la glace. Mais il y a 12 000 ans, le manteau glaciaire finit par se retirer. C'est le début d'un nouveau chapitre de l'histoire volcanique de l'Islande, car ils sont libres à présent de se déchaîner sans limite. Mais quel effet cela aura-t-il sur l'Islande et ses environs? L'une des conséquences les plus dramatiques est visible dans la région centrale au sud de l'île. Ce paysage surnaturel s'appelle le Laki. C'est un alignement d'étranges cratères et de coulées de lave solidifiées sorties d'une gigantesque faille. Une énorme fissure éruptive qui s'étire sur plus de 25 km. Le volcanologue Thordarson mène son enquête à Laki, le site de l'une des plus grandes éruptions de l'histoire, et qui a eu des conséquences catastrophiques pour la planète entière. La fissure de Laki s'étend depuis le sud-ouest ici, continue en un alignement de cônes jusqu'au mont Laki qui a été coupé en deux pendant l'éruption. Elle se poursuit plus loin vers le nord-est jusqu'à la lisière des glaciers là-bas. Des témoins oculaires ont pu dater l'éruption très précisément, 1783. C'est l'une des années les plus désastreuses de l'histoire de l'Islande. Les retombées volcaniques provoquent la perte des récoltes sur toute l'île. 75% du bétail est décimé, provoquant une famine terrible qui tue 10 000 personnes. Et mystérieusement, au même moment, le reste de l'hémisphère nord est victime de températures anormalement basses. Il fait en moyenne 1 degré de moins que la normale, et l'hémisphère nord se couvre de glace. La mer du Nord gelait le long des côtes hollandaises. Du coup, les gens se rendaient d'un village à l'autre en patinant le long de la côte. Et cet hiver-là, il y a eu de la glace sur le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans. On croit pendant de nombreuses années que l'éruption du Laki et ses dérèglements climatiques n'ont aucun rapport. Mais les progrès réalisés en géologie démontrent qu'il ne s'agissait pas uniquement d'une coïncidence bizarre. En comparant les témoignages de l'époque et les traces géologiques, le professeur Thordarson parvient à reconstituer ce qui s'est passé. Il découvre que l'éruption a commencé par une explosion le matin du 8 juin 1783. Des pierres sont projetées dans les airs et la Terre s'ouvre sur plus d'1,5 km. Mais ce n'est que le début. 3 jours plus tard, une seconde éruption déchire la Terre, suivie d'une troisième, puis d'une quatrième, d'une cinquième. Au total, la Terre s'ouvre le long de 10 grandes fissures dans la croûte terrestre, rejetant sans interruption de la lave pendant plus de 8 mois. Les quantités colossales de lave qui sont expulsées auraient enseveli Manhattan à une profondeur de 260 mètres. Mais comment une éruption sur cette petite île isolée peut-elle provoquer des catastrophes climatiques à des milliers de kilomètres? C'est un mystère. Les preuves sont cachées à l'intérieur de ces rochers. L'histoire est écrite dans la pierre. Celle-ci fait partie du magma qui est sorti pendant l'éruption. Ces trous, on les appelle des bulles. Et elles se forment au moment où le magma remonte des profondeurs et s'approche de la surface et qu'il se met à bouillir.
Le gaz qui est dissous dans le magma se met dans les bulles, puis il se répand dans l'atmosphère. Quand cette roche en ébullition a jailli à la surface, elle a dû libérer du gaz dans l'atmosphère islandaise. Mais ce gaz a-t-il pu provoquer des catastrophes climatiques sur toute la planète? Il est possible de retrouver l'identité de ce gaz dans la structure microscopique de la roche. Si vous regardez de près cette pierre, vous remarquez plein de petites taches blanches. Ces petites taches blanches sont des cristaux qui grossissent dans le magma dans les profondeurs de la Terre. Il arrive parfois qu'en grossissant, ces petits cristaux enveloppent du magma pur et le remontent à la surface. Comme des capsules témoins, les cristaux blancs contiennent du magma pur remonté des profondeurs de la Terre, emprisonné depuis 1783. Le professeur Þórðarson a analysé ce magma et il a retrouvé qu'il contenait un gaz toxique, le dioxyde de soufre. Et comme les quantités de lave rejetées ici ont été énormes, elles ont libéré un taux phénoménal de dioxyde de soufre. 100 millions de tonnes de gaz ont été propulsées dans l'atmosphère. Mais comment des gaz rejetés par le mont Laki ont-ils pu provoquer un refroidissement général de la planète? La réponse se trouve dans les témoignages décrivant un épais brouillard rouge qui recouvre l'Islande en juin 1789. En l'espace de quelques semaines, il survole Londres et Paris et dès le mois de juillet, il s'est répandu au-dessus de tout l'hémisphère nord. Les scientifiques savent aujourd'hui que ce brouillard rouge a été causé par le dioxyde de soufre qui est monté très haut dans les airs. En se mélangeant avec la vapeur d'eau, il a provoqué une brume d'acide sulfurique. Cette brume a obstrué le soleil et a fait dégringoler les températures. Résultat, l'hémisphère nord a enduré 3 hivers extrêmement rigoureux qui ont provoqué des inondations printanières, la famine et la pauvreté à travers l'Europe. Certains historiens pensent que ces conditions climatiques ont déclenché les troubles sociopolitiques qui ont conduit à la Révolution française en 1789. Les scientifiques soupçonnent maintenant le volcan Laki d'avoir eu des ramifications encore plus lointaines. Les basses températures dans le nord ont modifié les courants aériens dans le sud, provoquant des changements climatiques dramatiques. L'Inde est alors frappée par une terrible sécheresse. Les gens disent que plus d'1 demi-million de gens sont morts à cause de cette sécheresse en Inde. Ce changement de circulation atmosphérique a également provoqué un été très froid au Japon, froid et humide. La récolte de riz n'a pas eu lieu, et en conséquence, il y a eu la plus grande famine de l'histoire du Japon. Selon les estimations, Laki est responsable de la mort de 2 millions de personnes à travers le monde et a été l'éruption volcanique la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Les éléments recueillis relèvent que le passé volcanique récent de l'Islande a eu un effet dévastateur sur l'île elle-même et le reste du monde. Les énormes champs de lave attestent que l'éruption du Laki était gigantesque. Des bulles dans le magma indiquent que d'énormes quantités de gaz ont été libérées par le Laki. Les cristaux blancs signalent que ce gaz est toxique. C'est du dioxyde de soufre. C'est la preuve que les volcans islandais ont provoqué un dérèglement climatique planétaire. Mais des éruptions comme celle du Laki n'appartiennent peut-être pas seulement au passé. Certains pensent que l'équilibre entre le feu et la glace est en train de s'inverser et peut donc faire basculer l'Islande vers un nouvel enfer. Les preuves s'accumulent et indiquent que l'Islande pourrait devenir l'île la plus meurtrière de la planète. Une force volcanique terrifiante repose dans ses entrailles. Elle donne naissance à des volcans puissants, capables de générer de gigantesques coulées de lave et d'altérer le climat de la planète. Cependant, de nombreux volcans islandais sont recouverts de glaciers. Le feu et la glace se maintiennent dans un équilibre fragile. Si jamais cet équilibre basculait en faveur des volcans, les scientifiques craignent que l'Islande ne devienne encore plus meurtrière. Si la glace restante devait fondre,
Quel effet cela aurait-il sur l'activité des volcans islandais? Le premier indice de notre enquête réside dans ces tas de pierres apparemment inoffensifs. On en trouve sur toute l'île, et pourtant ces débris ne proviennent pas d'un volcan. Ce sont des moraines, le terme géologique pour désigner les tas de débris présents au pied d'un glacier. Ces sédiments prouvent que les glaciers reculent. Tous les ans, le glacier fond et remonte la vallée, laissant derrière lui une moraine comme celle-ci. Voilà 10 ans que le professeur Roberts étudie le glacier Vatnajökull, et il ne peut que constater cette tendance dramatique. Le glacier a reculé à une vitesse incroyable. Depuis que je visite cette région, j'ai remarqué des changements énormes. La glace s'est retirée d'environ 60 mètres tous les ans. Ce lac ici était autrefois couvert de glace. Je l'ai vu fondre petit à petit et j'ai vu cette moraine se former et toute la vallée se dénuder presque entièrement. Peut-être que dans 20 ans, le glacier tout entier aura disparu et un lac se formera dans la vallée. Les glaciers d'Islande sont en train de fondre à une vitesse sans précédent. Avec 5% des calottes glaciaires d'Islande qui fondent depuis 40 ans, la question que les scientifiques se posent concerne les effets de ces fontes rapides sur les volcans qui se trouvent dessous. La dernière fois que les glaciers ont fondu aussi rapidement, c'est quand l'Islande est sortie de la dernière glaciation. Mais que peuvent nous apprendre des événements passés sur le futur? Le géologue Bill McGeer a étudié les changements provoqués par l'activité volcanique à la fin de la dernière période glaciaire et il a obtenu des résultats surprenants. Il y a environ 11 ou 12 000 ans, s'est produit une fonte rapide des glaciers en Islande et ailleurs. Et ça a provoqué une augmentation significative de l'activité volcanique parce que cette masse de glace se retirait très rapidement. La fonte rapide de la glace favorise les éruptions volcaniques souterraines. Les éruptions volcaniques sont déclenchées par le gaz contenu dans le magma qui se dilate et forme des bulles, ce qui entraîne l'éruption comme le bouchon d'une bouteille de champagne. Mais s'il y a une lourde masse au sommet d'un volcan, par exemple une masse de glace ou d'eau, ça peut étouffer l'activité volcanique. Mais quand la glace fond rapidement, cette pression disparaît soudain. Et c'est là que les problèmes commencent. Quand la glace fond, la pression sur le magma qui est dessous diminue. Les gaz présents dans le magma peuvent former des bulles. Ils peuvent fusionner et pousser le magma vers la surface et déclencher des éruptions explosives ou des écoulements de lave qui peuvent parcourir des distances gigantesques. Les glaciers islandais fondent rapidement, ce qui laisse penser aux scientifiques qu'une éruption dévastatrice comme celle du Laki peut se reproduire. Reste à savoir quand. Nous devons l'envisager et nous préparer à traiter ce problème si jamais il se produit de notre vivant. Peut-on avoir une nouvelle éruption comme celle-ci en Islande? Tout à fait. Notre enquête révèle comment s'est formée la grande et impétueuse Islande. Les fissures dans la plaine de Thingvellir et les traces de métal dans les roches indiquent comment la dorsale médio-atlantique et un point chaud ont uni leurs forces pour créer une puissance volcanique colossale. D'énormes fissures éruptives ont déchiré la Terre. Grâce à ces millions de tonnes de lave, l'Islande s'est formée rapidement. Les fjords profonds de la côte nord sont la preuve qu'un manteau glaciaire géant a érodé le sol et que les volcans étaient autrefois ensevelis sous la glace, contre laquelle ils menaient un combat titanesque. Les rochers éparpillés dans une vallée ancienne démontrent que le feu a été victorieux et a provoqué des inondations cataclysmiques. Et des taches de soufre dans les pierres indiquent que les volcans islandais ont le potentiel de provoquer une destruction planétaire. À présent, les glaciers qui fondent au-dessus de certains des volcans les plus meurtriers de la planète accroissent la menace de futures éruptions. Au cours des 20 derniers millions d'années,
la force que possède l'Islande a créé un vaste paysage surnaturel. Explosive et imprévisible, cette force pourrait un jour déclencher une éruption massive, capable de ravager non seulement l'Islande, mais aussi le monde qui l'entoure.